Paris, 3 juin 1875. Ici on étouffe. L'été n'est pas encore là et pourtant, le thermomètre affiche les 28 degrés. Et c'est dans cette chaleur écrasante que je viens de soutenir ma thèse. Je suis désormais docteur en médecine. Vous vous rendez compte ? La première doctoresse française. Qui aurait pu l'imaginer ? Moi, fille du Midi, issue d'une famille d'ouvriers, je peux maintenant ouvrir mon propre cabinet dans la capitale et réaliser mon rêve. Oh, ça n'a pas été facile, loin de là. J'ai dû batailler pour me faire une place dans ce milieu d'hommes. Faire fi des clichés qui collent à la peau des femmes en cette seconde moitié du 19e siècle. Trop fragiles, trop émotives, pas assez intelligentes pour faire leur médecine. Eh bien moi, je prouve aujourd'hui le contraire. Je suis Madeleine Bress et voici mon histoire. Vous écoutez Les Héroïnes de la médecine, le podcast d'Egora qui rend hommage aux femmes qui ont marqué l'histoire de la profession. Je suis née le 25 novembre 1842 à Bouillargues dans le Gard sous le nom de Madeleine Gébelin. Ma famille ne roulait pas sur l'or, mon père était charron, il fabriquait et réparait des charrettes. Pour son travail, il se rendait régulièrement à l'hôpital de Nîmes et il m'emmenait avec lui, ce devait être autour de mes 8 ans. Pendant qu'il y réparait des voitures, j'en profitais pour accompagner les religieuses auprès des malades. Je les observais confectionner des tisanes et préparer toutes sortes de potions. J'adorais les imiter et en grandissant, j'ai même pu les aider. Je me souviens encore des mots du docteur Pleindou, un ami de la famille. Il me disait « Quelle infirmière tu ferais, mon enfant, quel dommage que tu ne puisses pas te faire médecin. » Vous l'aurez compris, à cette époque, pas question pour une fille de s'imaginer docteur, non. Mais moi, je n'ai jamais pu me sortir cette idée de la tête. J'aurais pu tout abandonner à l'adolescence et me concentrer sur ma vie de femme au foyer, comme beaucoup d'autres. À 15 ans, j'ai épousé Adrien Bress, un conducteur d'omnibus originaire de Lozère. Nous nous sommes rapidement installés à Paris et ensemble, nous avons eu 3 enfants. Mais le temps passé et mon envie de devenir médecin, elle, ne faisait que grandir. À 24 ans, j'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis allée frapper à la porte de Charles-Adolphe Wurst, le doyen de la faculté de médecine de Paris. Vous voulez, madame, faire vos études médicales, mais avez-vous vos grades universitaires, vos baccalauréats ? Non, c'est vrai, à cette époque, je n'avais aucun diplôme, mais je savais parfaitement lire et écrire, et ma ténacité était sans limite. Je me suis lancée dans la préparation des baccalauréats de sciences et de lettres, et je les ai passés 3 ans plus tard en candidate libre, avec l'accord de mon mari, bien sûr, et le soutien financier de la baronne de Rothschild. Bac en poche, donc je me suis de nouveau présentée devant le doyen Wurst. Mais avant de me dire si je pouvais rejoindre ou non les bancs de l'université cette fois-ci, il a préféré en référer au ministre de l'Instruction publique de l'époque, Victor Duruy. Vous comprenez, ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Aucune femme jusque-là n'avait mis les pieds dans une faculté de médecine en France, comme cela se faisait alors aux États-Unis ou en Russie. Et puis, les opposants ne manquaient pas. Monsieur Duruy a même porté la question en Conseil des ministres. Par chance, ce jour-là, il était présidé par l'impératrice Eugénie elle-même, qui a poussé en ma faveur et celle de toutes les femmes. J'espère que ces jeunes femmes trouveront les imitatrices maintenant que la voie est ouverte, a-t-elle conclu. Et c'est ainsi que j'ai pu, avec l'autorisation de mon mari toujours, m'inscrire à la faculté et commencer enfin mes études de médecine. J'avais 26 ans quand je suis devenue stagiaire dans le service du professeur Paul Broca à l'hôpital de la Pitié de Paris. Nous étions alors en 1869. La guerre contre la Prusse était sur le point d'éclater et en septembre 1870, au moment du siège de Paris, j'ai été nommée interne provisoire pour remplacer un jeune homme envoyé aux hôpitaux militaires. On peut dire qu'à ce moment-là, le professeur Broca a été particulièrement satisfait de mon travail. Son service a toujours été très bien fait et sa tenue irréprochable. Madame Bress s'est toujours fait remarquer par son zèle, son dévouement et son excellente tenue. Mais malgré ces éloges, je n'ai pas eu le droit de me présenter au concours de l'externat, ouvert aux femmes qu'à partir de 1881, et celui de l'internat, accessible en 1885.
Vous le savez, ça ne m'a pas empêché de soutenir ma thèse en 1875, intitulée « De la mamelle et l'allaitement ». J'ai même reçu la mention extrêmement bien. Permettez-moi de vous féliciter de la délicatesse que vous avez apportée dans le choix de votre sujet. M'a dit le doyen Wurst. Votre rôle devra se borner à la guérison des maladies, des femmes et des enfants. Et je vous félicite de l'avoir si bien compris. Sans avoir eu trop le choix, je me suis donc dirigée vers la santé et l'hygiène des mères et des enfants. J'ai ouvert mon cabinet de consultation quelques mois plus tard, dans le 1er arrondissement de Paris, au 196 rue de Rivoli. Rapidement, j'ai réussi à me constituer une belle patientèle. Mon travail était très apprécié de la bourgeoisie parisienne. Dans certains journaux de l'époque, on me qualifiait même de doctoresse d'élite. Il est vrai que pendant 50 ans d'exercice, j'ai tout fait pour améliorer les soins pédiatriques. J'ai dirigé le journal Hygiène de la femme et de l'enfant et écrit plusieurs livres de puériculture. Je suis même allée jusqu'en Suisse pour étudier le fonctionnement des crèches, avant d'en créer une dans le quartier ouvrier des Batignolles à Paris. C'est le premier établissement du genre en France. Malgré tous ces accomplissements, j'ai fini mes jours dans la plus grande misère, aveugle et pauvre. Ma mort en 1921 à l'âge de 79 ans n'a pas fait beaucoup de bruit. J'ai eu droit à une très brève nécrologie dans le journal La Presse. On retiendra tout de même que j'ai ouvert la voie à de nombreuses Françaises. Aujourd'hui, 50% des médecins du pays sont des femmes. C'était Les Héroïnes de la médecine, un podcast de Justine Morel, produit par Egora.